donc moi je me présente, je m'appelle Olivier Schmitt, je travaille, ah, c'est ça. Ah. Je travaille pour Life, qui est la division de santé du groupe IBL, dont on va vous parler un petit peu. Et puis il y a Usha qui va faire la présentation et la visite avec moi, qui est en charge des activités de Tamarin. Donc on vous a préparé quelques slides pour vous présenter un peu le contexte du projet de clinique, on va dire, à Tamarin. Et puis après, surtout, on va vous faire la visite. Donc des locaux ici, du bloc opératoire. Donc ne vous inquiétez pas pour le bloc, il n'est pas encore en fonctionnement. Et on va vous demander quand même de vous chauffer. Pas vous changer complètement, mais mettre quelques petits vêtements pour des raisons d'hygiène. Alors, en deux mots, je donne le contexte brièvement. Life, c'est donc la division santé du groupe IBL, qui est en fait une activité qui existe depuis pas mal d'années. Mais il y a 3-4 ans, un peu plus, avant le Covid, le groupe IBL a décidé de se lancer dans l'hospitalier. Donc il y avait des activités de santé chez IBL, en pharmacie et tout ça, qui ne font pas partie de la division Life d'ailleurs, qui est une autre division, commerce. Mais il y avait aussi des activités de recherche clinique, comme CIDP, que vous devez connaître à Sopota. Voilà. Et avant le Covid, et le Covid n'a fait que confirmer tout ça, le groupe avait décidé de se lancer dans l'hospitalier. Donc il y avait tout à construire, et donc on a démarré cette activité, d'abord à Forbach, dont on va parler un tout petit peu, et puis là aujourd'hui à Tamarin. Donc c'est que le début d'une aventure et d'un projet assez ambitieux sur la santé. Donc je crois qu'il y a une petite vidéo justement pour vous situer un peu l'ambition c'est pas trop long, hein, c'est 2 minutes je crois, et après je reprends la parole. For the last 10 years, IBL Group has been positioning itself in the life science and health industry by investing in activities that include cutting-edge clinical research and the distribution of medical equipment and pharmaceutical products. Since 2019, there has been a shift in the group's strategy, driven by the strong conviction that we are in an era of unprecedented complexity in healthcare, where the approach to patient support needs to be improved. Today, this new strategic direction is embodied by Life Together. These two words carry a promising vision that stems from a firm belief that taking care of ourselves, of our body and mind, is essential to live life to its full potential. Life Together reaffirms the group's ambition and commitment towards creating a healthier and safer environment by combining human care with scientific expertise. Ce sont des images de la clinique dans le Nord à Forbach. Je ne sais pas si vous étiez venus les uns ou les autres, mais ce n'est pas que des images de banque de données. Kindness and understanding will be the cornerstones of the medical and well-being journey we invite our patients to embrace. To bring our ambition to life, we collaborate with strategic partners who share similar business ethics and vision. Our two strategic clusters complement each other from a B2B approach to a patient-centric approach. In the research and development cluster, we leverage on our expertise and understanding to look deeper at our clients' challenges, to create bespoke solutions to meet their needs, and advance research in the fields of medical technologies, pharmaceuticals, biotechnology, and cosmetics, amongst others. The Health and Wellness Cluster, our ambition is to become a lifelong partner for our patients through every step of their life. To achieve this, we have developed innovative services, from diagnostic testing grouping, together laboratory analysis, medical imaging, medical consultations, emergency services, and hospital at-home care, to alternative medical therapies, medical aesthetic treatments, and a daycare clinic. We work to provide medical and healthcare services, which are not only extensive, but also patient-friendly. At Life Together, we believe in people caring for people, expertise you can rely on, and making a difference together through excellence, innovation, and dedication. Together, we are driving towards a healthier future. Voilà, donc c'est très marketing et très officiel hein, comme vidéo, mais ce que je voulais... Voilà, donc les valeurs, la vision, je ne vais pas passer trop dessus, peut-être les valeurs, donc vraiment la notion de faire attention aux patients, on sait qu'aujourd'hui à Maurice des fois il y a des sujets autour de tout ça. Le travail en commun ça veut dire avec le patient, avec les proches, mais ça veut dire aussi avec les équipes,
c'est tellement essentiel en ce moment dans la santé de trouver des staffs et des bons staffs, c'est pas facile parfois. Et puis l'expertise, parce qu'on est dans un domaine où il y a des innovations régulièrement. Ce que je voulais juste mettre en avant, parce que ça c'est très particulier, il y a plein de projets en santé en ce moment, donc j'imagine tout ce que je vous raconte, tout le monde dit la même chose. Ce qui est vraiment différent, c'est qu'on ne voit pas les projets de santé qu'on est en train de déployer, donc c'est en cours, comme le sujet de on construit un hôpital. Tout le monde peut construire un hôpital et tout se fait aujourd'hui trop dans un hôpital à Maurice. On a donc décidé de travailler sur 5 segments d'activités qui ne sont pas forcément dans un hôpital. Et on le fait dans leur logique du parcours d'un patient. Donc il y a une partie prévention, bien-être, médecine alternative, et on va dire qui n'est pas forcément médical. Aujourd'hui, on fait des traitements laser ou des choses comme ça. On a encore plein de projets dedans, mais il n'y a pas vraiment de marque. Au-dessus, là, il y a des marques, ici, on n'a pas encore. Mais on sait qu'à Maurice, il y a la médecine alternative, le bien-être, il y a plein de choses à faire. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on a des ambitions dans ce domaine-là qui n'est pas, en fin de compte, la santé médicale pure. Donc c'est le début de quelque chose. La première activité qu'on a démarrée en octobre 2021 à Forbach, c'est la partie diagnostic. Parce qu'avant de faire un traitement, il faut déjà savoir quel est le problème du patient ou de la patiente. Donc ça s'appelle Life Nova, c'est notre deuxième pilier, il y en a 5, le deuxième pilier qui est une activité donc diagnostic imagerie. Donc vous allez voir, imagerie, consultation, laboratoire et urgence. C'est ce qu'on a aussi ici, vous allez visiter. Et ça peut s'arrêter là. Demain, on pourra avoir un centre de diagnostic Nova à Maïbourg. Point. Il n'y a peut-être pas de traitement derrière, mais on peut imaginer avoir des centres de consultation dans le temps, un petit peu partout, et on ne rentre pas dans une clinique, on ne rentre pas dans un hôpital, on a l'impression qu'on nous met dans un lit aussitôt. C'est vraiment la notion de, on n'est pas dans un look, vous allez voir, d'hôpital, c'est un centre de consultation. Ok, vous avez votre diagnostic, 90% des patients ils rentrent chez eux avec un traitement, c'est fini, au revoir. On ne vous met pas dans un lit. Alors des fois, un petit peu à Maurice, on dit, bah, tiens, on vous met dans un lit dès que vous mettez un pied dans un hôpital ou dans une clinique. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut. Heureusement que les patients sont pas hospitalisés. Donc deuxième pilier, Nova, qui peut être une activité en tant que telle, séparée du reste. Troisième, qui va être présent aussi à Tamarin, Viva, Life Viva, qui est la partie traitement. Vous avez un problème, il faut faire un traitement. Traitement, ça va être médecine, chirurgie et maternité, obstétrique. Donc ça va être, disons, le bloc opératoire, l'hospitalisation, la chimiothérapie, la cardiologie, on va faire une intervention. Donc on va visiter, on a un bloc opératoire là, ici à Tamarin, on en a aussi 2 à Forbach, et demain, ça va être un hôpital. Là, on est dans l'hôpital, parce qu'il faut un traitement, il faut de la ICU, il faut, voilà. Donc c'est le troisième pilier. Mais on ne démarre pas par celui-là, c'est le troisième, pas le premier. Quatrième pilier, qui peut être un petit peu avant de la prévention ou post-admission, tout ce qui est rééducation, réhabilitation. Là aussi, ça manque beaucoup à Maurice. Vous avez été opéré du cœur. Aujourd'hui à Maurice, les patients vous disent « je suis dans mon lit, je ne bouge plus, j'ai failli mourir, le docteur m'a sauvé, je ne fais plus rien ». C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut reprendre une activité physique, il faut changer sa nutrition, il faut changer ses habitudes de vie, et il faut être accompagné par une équipe qui va faire de la rééducation et de la réhabilitation pour que ça se passe bien. Ça peut être la même chose pour quelqu'un qui a une prothèse de hanche, quelqu'un qui est obèse, enfin il y a plein de situations où on va éviter un problème si on fait de l'exercice, de la kiné, disons, où on va devoir faire de la kiné après un événement aigu, un accident, une fracture, un passage aux urgences, une chirurgie, j'en sais rien. Et c'est pareil, ça peut être séparé de l'hôpital. Donc on a à Forbach déjà un cabinet où il y a 30 paramédicaux, donc kiné, physio, ergo, audiologue, psychologue, nutritionniste, sage-femme, dentiste, qui sont en complément des médecins et des spécialistes. On va faire un peu la même chose à Tamarin, je vous l'explique juste après. Quatrième pilier, rééducation, réhabilitation. Et cinquième pilier, on en parlait tous les deux tout à l'heure, c'est tout ce qui est en dehors des murs, à domicile. Donc c'est le domicile, on a des équipes mobiles qui vont faire des soins à domicile, justement pour éviter que les patients soient hospitalisés, hospital-at-home, et on aura, pour l'instant on n'a rien, des activités, des bâtiments et des services pour les seniors, donc maisons de retraite et résidences seniors. Donc vraiment, j'insiste pour dire que ces 5 piliers, c'est pas, on ne construit pas un hôpital comme beaucoup le font, en disant on fait tout dans l'hôpital. Non, on veut éviter que les patients soient hospitalisés quand c'est possible, parce que c'est mieux pour eux. Donc c'est une vision vraiment plus large, on va dire, de la santé. Alors ça va prendre 5 à 10 ans à faire tout ça, mais le projet il est assez clair, et ça va se traduire par, dans le Nord, un village de santé. Et ici, on va dire, vous allez comprendre, ce qu'on vous a visité aujourd'hui, mais aussi une extension dans 2-3 ans,
où de nouveau on aura plusieurs services et plusieurs bâtiments pour répondre aux besoins de la population. Revenons pour aujourd'hui. Aujourd'hui, à Tamarin, on a ces deux segments-là qui vont être disponibles, plus le domicile. Mais le domicile, il n'y a pas besoin de bâtiment. D'accord? Donc on va dire Nova, diagnostic, consultation, Viva, la chirurgie pour le moment, et puis l'hôpital à domicile, qui peut être n'importe où à Maurice d'ailleurs, hein, c'est pas spécialement à Tamarin puisque c'est à domicile. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions, si c'est pas clair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? À Tamarin, on a eu l'opportunité, alors ça c'est ce que vous voyez, c'est une image de synthèse, mais c'est la réalité, on a eu l'opportunité de racheter ce bâtiment, qui était un poulailler pour tout vous dire à l'origine, qu'on a réaménagé pour en faire dans une phase 1. Donc là on est dans une phase 1 d'un projet qui a deux phases, un hôpital, enfin une clinique d'ambulatoire, une clinique de daycare, dans lequel on a deux segments d'activité, donc vous avez vu Nova et Viva. On va vous expliquer les deux services. La phase 2, c'est de faire une extension sur le devant de la parcelle pour construire un bâtiment et faire du inpatient, de l'hospitalisation, parce qu'il y a quand même des patients qui ont besoin de rester en surveillance la nuit, ça arrivera toujours. Hein. Et donc c'est la phase 2 de ce projet. Voilà, on est ici, on propose un service rapidement, parce qu'on essaie de faire rapidement à partir du moment où on a racheté le bâtiment. Et la phase 2 qui est déjà dessinée, c'est de faire une extension avec une construction qui va prendre peut-être 1 an et demi à se terminer, où on aura plus de locaux, on aura par exemple de l'ICU, on pourra garder des patients la nuit. On ne va pas pouvoir faire pour le moment ici pour des histoires de licence avec le ministère de la Santé et de locaux. Il y a deux types de licences, il y a des activités de jour, des care, et puis il y a les activités de clinique où on peut garder les patients la nuit. Pour l'instant, on n'a pas la licence, on ne l'a pas demandé, hein, d'hôpital et de clinique. On a une licence de healthcare unit. Donc on fait une activité de jour. Mais on peut faire beaucoup de choses en journée, plus le domicile dont on parlait. Usha va vous parler rapidement de Nova. Donc Nova, c'est la partie, deuxième pilier, hein, je vous rappelle, la partie diagnostic-consultation. Qu'est-ce qu'on a comme service ici aujourd'hui à Tamarin? On parlera peut-être plus tard de ce qu'on aura, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on a? Je te laisse la parole. Yeah. Petite question. Est-ce que je peux y aller en anglais? Oui. Perfect. In that case, that's what I'm going to do. Switch on here first. So, as Olivier said, it's a diagnostic centre, and we have a few areas of diagnostics. So we have, for example, the minute I say diagnostics, people think of a laboratory. So laboratory, we take blood samples here. We have 2 dedicated phlebotomy rooms and dedicated phlebotomists for blood taking. We have consultation rooms, and we'll have potentially. Right. So we have radiology and imaging, and in radiology we have X-ray and ultrasound at the moment here on site. With dedicated radiographers and an in-house radiologist as well. And then we have consultation. So we have 6 consultation rooms here. We have general practitioners, so family medicine, we have pediatricians, we have ENT surgeons, and we are in the process of acquiring other specialties such as orthopedic surgeons, such as cardiologists, such as podiatrists, clinical psychologists. So we have a number of doctors who are looking to join and who are going to join in within the next couple of weeks and couple of months. So this is the diagnostic part of the building here. So we've got consultation on this side, then radiology, but we also have an ER department with our dedicated ambulance, a fully fledged resus room, triage rooms, treatment rooms. We have point of care testing, which means that if we require certain analyses done on the spot, because it's an emergency in terms of bloods, then we can do that. We have the equipment to be able to do that. We have an in-house emergency medicine specialist. So we have, the minute the service is open, we have HCH nurses and doctors who are here on site and able to take charge of whatever situation comes through our doors. And with a dedicated ambulance driver as well, who
who is dedicated to the service. So that completes the NOVA part of the healthcare centre here in Tamaha. And then adjoining to that, you have the next part, which is Life Viva, which Olivier can talk to you more about. Right. So yeah, this is a bit of our ethos and philosophy about what we do here. So it's not just somebody comes in, there's something wrong with them, we sort it out, and then we say, okay, bye-bye, never see you again. It's about taking charge of someone in a holistic manner. So ensuring that there is some sort of follow-up if they require it, or if they need to go to another service, making appropriate referrals, and so on. So it's very much a collaborative approach between various disciplines, healthcare professionals, our unit, the equipment that we have, and so on and so forth. And then, once the patient leaves, what happens next? Alors, dans ce contexte-là, je rebascule en français, deux petits commentaires aux particularités. On a essayé, en venant dans l'Ouest, c'est ce que tu viens de dire en fait, de s'associer, de partenariser, je sais pas comment on dit, de faire du partenariat avec les professionnels de santé qui étaient dans l'Ouest déjà. Vous avez croisé, peut-être pour certains d'entre vous, Dr Martin, Dr Dupont, et puis il y a Dr Vaini, donc c'est les trois généralistes qui étaient avant à Nautica, merci, et qui se sont installés ici. Elles restent médecins visiting, médecins de famille, voilà, mais elles ont voulu rejoindre le centre parce qu'elles ont les imageries à côté, les urgences, le labo, c'est plus pratique. Voilà, donc elles sont locataires des locaux et elles travaillent comme des médecins visiting. Il y a d'autres professionnels, physio ou d'autres qui vont venir ici s'installer, soit en permanence comme eux, là ils sont toute la semaine ici, ou soit 1, 2, 3 journées dans la semaine. Donc on essaie de s'insérer dans le tissu local, quand il y en a un, et par ailleurs on amène de l'expertise qu'il n'y a pas. Exemple, on parlait de chirurgien orthopédiste, ou de gynécologue, ou de cardiologue, il n'y en a pas dans l'Ouest aujourd'hui, et la population le demande. Les médecins généralistes le demandent, ils demandent un référol, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il faut aller dans le centre avec une voiture et les trafics. Donc nous, on a des médecins qui vont venir ici faire des vacations, complémentaires des professionnels qui sont déjà dans l'Ouest et qui veulent s'installer en tout cas, faire un partenariat avec nous. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Nous on a dit viens qui veut, quand vous êtes déjà dans l'Ouest, et on ajoute des compléments de spécialité pour ceux ce qui manque. Donc les pédiatres, les gynécos, les cardiologues, voilà. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose que je voulais rajouter, c'est qu'aux urgences, on a des vrais urgentistes. C'est-à-dire que souvent, parfois, on a des jeunes médecins qui sortent de l'école, qui se retrouvent aux urgences, mais qui appellent les spécialistes, vous avez mal au ventre, vous avez mal au thorax, c'est cardiologue que j'appelle, mais il n'a même pas touché le patient. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a à Forbach, c'est pas ce qu'on a ici. D'ailleurs, la médecin urgentiste senior qui est ici, qui s'appelle Avishka Gobin, qui n'est pas là aujourd'hui, je crois que c'est la première urgentiste accréditée par le Medical Council à Maurice. Donc elle est urgentiste, elle n'est pas généraliste en disant urgentiste, elle est urgentiste, formée je ne sais plus où, mais c'est la première qui a été reconnue par le Medical Council à Maurice historiquement. Donc ce modèle-là, c'est celui qu'on veut, c'est-à-dire un service où le médecin est capable de manager le patient de A à Z jusqu'à la limite de ses compétences, mais sans crier à 3 médecins, 4 médecins de venir et de step in avec le délai et les honoraires qui vont avec. Donc c'est ça les locaux, c'est sympa, mais la philosophie médicale qui est derrière, c'est plus important encore. Donc, on essaie de travailler un petit peu sur les pain points que l'on connaît parfois, Maurice, dans la santé, c'en est un. Je bascule rapidement, puis après on va faire la visite sur la deuxième activité principale du centre ici, qui est la partie chirurgie ambulatoire. Donc la chirurgie ambulatoire, vous allez visiter, donc ça s'appelle Life Viva. Alors c'est quoi la chirurgie ambulatoire? Basiquement, la chirurgie ambulatoire, c'est une intervention chirurgicale où on rentre le matin, on sort le soir. À Maurice, c'est très peu développé. Dans pas mal de pays, j'ai mis quelques chiffres ici, c'est plus de 70% des chirurgies qui sont faites comme ça. Donc la règle, c'est la chirurgie ambulatoire, l'exception, c'est de devoir dormir à la clinique. Alors les exceptions, ça va être la chirurgie cardiaque, évidemment, c'est une chirurgie très lourde, le patient ne peut pas sortir le soir. Mais on a fait à Forbach, puisqu'on a déjà, tout ce qu'on dit là, on l'a déjà depuis quasiment 1 an à Forbach déjà, on a fait des prothèses de hanche, des prothèses de genoux en ambulatoire, des doubles prothèses de genoux, donc les 2 genoux opérés le même jour, le patient il rentre le matin, il sort le soir. Alors il sort le soir, il est chez lui, et
En complément de tout ça, on a une équipe mobile de soins qui va faire des soins à domicile, en particulier gérer la douleur. Donc on envoie une équipe, c'est nos équipes, avec la pompe, la morphine, et le patient va gérer sa douleur à domicile. Comme on se retrouve dans une chambre d'hôpital, sauf que c'est chez soi. C'est plus confortable parce qu'on est avec ses proches, c'est moins cher, parce qu'évidemment on ne reste pas dans un hôpital, donc c'est moins cher. Donc on pousse vers ça. On a défini tout le parcours du patient relativement à des standards internationaux. On travaille beaucoup avec les anesthésistes, parce qu'en fait, c'est pas trop la chirurgie le problème. Maintenant, on fait de la chirurgie par les petits trous, vous savez. Donc, la chirurgie, on n'a pas de drain, on n'a pas de grosse cicatrice, on n'a pas de fil à retirer. Donc, le patient, il peut sortir. Le plus important, c'est la gestion de la douleur. Donc, il faut que l'anesthésiste il soit bien sharp sur la douleur, parce que si vous êtes chez vous et que vous commencez à avoir mal, là, vous commencez à stresser, c'est pas bon. Donc la chirurgie ambulatoire, elle est possible, c'est démontré dans beaucoup de pays pour beaucoup de chirurgies, du moment que le parcours est bien balisé et qu'on s'occupe bien de la chirurgie ambulatoire. Et si en plus, comme on l'a fait, on a une équipe mobile qui peut aller rassurer le patient, vérifier que tout va bien la première nuit, le premier matin et tout ça, ben ça marche. Donc on est vraiment, là encore, c'est pas une histoire de locaux, hein, c'est une histoire de process, d'équipe et de projet. Et donc nos patients, ça paraît un peu bizarre, mais c'est la réalité, on leur demande de nous évaluer sur 6 critères. Et sur les 400 premiers patients de chirurgie qu'on a fait à Forbach, on a 97,5% de patients très satisfaits ou satisfaits. Même sur le billing, parce que le billing c'est un package. On a un seul tarif, pardon. Il y a un tarif en fonction de la complexité de la chirurgie, mais on ne compte pas les compresses et les panadols avec 8 pages de facture. Donc le billing ça prend 30 secondes, et on vous dit c'est 50 000 roupies, c'est 50 000 roupies, c'est pas 52 352,12, parce qu'il y a 3 paires de gants et 2 panadols en plus. Donc on a pensé locaux, vous allez les visiter, mais au-delà des locaux, parce que tout le monde peut faire des locaux, et demain vous en avez des plus beaux, plus neufs qui sont sortis, vous allez dire ok, qu'est-ce qui change? C'est qu'est-ce qu'on met dans les locaux, et quelle est la philosophie et le projet médical qui est derrière. Donc sur la chirurgie ambulatoire, la particularité, c'est que je pense qu'il n'y a pas de bloc comme ça dans l'Ouest, et il n'y en aura pas pendant un petit moment. Donc on va pouvoir proposer des services qui n'existent pas, de la gynéco, de l'orthopédie, de l'urologie, de l'ORL, INT, du vasculaire, enfin bref, répondre à des problématiques où aujourd'hui les gens doivent prendre une voiture, tout en pouvant rester chez eux, pas très loin, le soir. Alors qu'est-ce qui se passe, je termine juste là-dessus, parce que c'est en général les questions que posent ou les patients ou les médecins, qu'est-ce qui se passe s'il y a une complication, si je ne peux pas sortir? Ben, on garde le patient la nuit. Parce que quand même on est une institution médicale, on ne va pas lui dire allez hop dehors, on ferme. C'est arrivé quelquefois qu'on ait par exemple une appendicite ou une fracture qui arrive aux urgences en fin de journée. Vous dites, ben non, revenez demain matin. Ben non, c'est pas possible. Donc on opère l'enfant, si c'est une appendicite, et on a le droit, on a un accord du ministère de la Santé écrit, comme quoi on peut garder le patient la nuit. En fait, c'est la durée de surveillance après la chirurgie qui est le bon critère. C'est pas jour-nuit, c'est la durée de surveillance post-opératoire. Donc si l'enfant appendicite, il vient à 5h du soir et qu'on l'opère à 7h parce que c'est une appendicite et que c'est urgent, ben on va le garder la nuit avec sa maman ou son papa et il ressort le lendemain midi. C'est OK. Donc l'équipe reste la nuit, ils sont on call, il n'y a pas de problème. On ne ferme pas la clinique si, pour des raisons médicales, on doit garder le patient. Il peut y avoir une complication, c'est rare, mais ça peut arriver. Je sais pas, un patient qui saigne et on doit le surveiller un peu plus, ben on va le garder, on ne va pas le mettre dehors. Donc le principe, c'est une chirurgie de journée, avec une surveillance avec l'équipe mobile à domicile si, mais il y a des exceptions s'il y a une complication, parce que c'est quand même ça qui prime. D'accord ? Voilà, donc on va aller faire un petit tour des locaux. Vous allez voir le bloc. Alors, l'activité Nova est déjà en place depuis début août. Début juillet. On a deux licences, parce qu'on a 2 compagnies, donc c'est en 2 temps. Donc l'activité ici, consultation, urgence, labo, radio, vous allez voir, est déjà en place. Donc ça monte parce qu'il y a des gens qui sont en congé et qu'on démarre progressivement. Le bloc opératoire est prêt, il est conforme, on a les certificats, on a tout, et on a la visite du ministère de la Santé demain matin. Normalement, début septembre, on peut officiellement démarrer parce qu'on aura notre papier avec le temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur le projet et tout ça? Je vais revenir sur la dernière partie que vous avez dite par rapport à quelqu'un qui rentre à 5 heures, qui va devoir rester. Ouais. Mais si vous avez une urgence à 7 heures du soir, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Vous avez une ambulance, vous avez un numéro de téléphone. Alors, je téléphone, on va me dire, il est 7 heures, il faut que je téléphone le 114 ou bien... Alors, vous allez... aujourd'hui, pareil, on fait ramp-up parce que ce qu'on ne veut pas, c'est faire de la mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, pour des raisons d'arrivée de personnel, là aujourd'hui, on est ouvert 5 jours sur 7. Lundi, 28, donc autant dire, on va être ouvert 7 jours sur 7, de 6h30 pour le blood sampling jusqu'à 20h où on ferme les urgences, l'imagerie, le labo.
Évidemment, s'il y a quelqu'un qui arrive à 19h45, pareil, on va pas le mettre dehors à 20h. Ça, c'est aujourd'hui. Une fois qu'on aura rodé, en particulier les urgences, que tout se remplace, les staffs, les protocoles, que tout se passe bien, on passera au 24/7. C'est step by step. Pour le côté urgence. Pour le côté urgence. Urgence, ça veut dire le labo, ça veut dire l'imagerie, ça veut dire les médecins, les spécialistes en call. Ils sont déjà en call de toute façon. L'orthopédiste, il est déjà en call. Il a opéré un patient la veille, il doit pouvoir répondre en pleine nuit s'il y a une complication. Donc ça, c'est déjà le cas. C'est juste qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas ouvert la nuit. Mais on le sera dans quelques temps. Okay. Et qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, on a une auto-ambulance SAMU, à CLS, qui est là, vous allez voir, qui permet de toute façon de transférer le patient ailleurs si besoin. C'est ça, c'était ma question. Donc c'est pas une appendice, mais c'est quelque chose vraiment de plus grave qui demande 2-3 jours de soins hospitaliers, vraiment qu'on soit inpatient et qu'on reste dans la structure. Oui, un infarctus par exemple, un infarctus où il faut faire une coronarographie. Là où il faut. Et... Exactement. Alors on a de deal avec personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas de relation financière avec l'hôpital, la clinique, chose, machin. C'est d'abord le choix du patient, normalement. Dans la vraie vie, c'est le choix du docteur, en général. Parce que le médecin, il va le voir ici, le cardiologue, disons, il va dire « Ah, ben, il faut faire une dilatation, mettre un stent, ce qu'on ne peut pas faire ici pour le moment. » Il va dire ben, « Moi, j'opère à la clinique chose ou à l'hôpital bidule. » Si la famille est d'accord, en général, on transfère le patient là où le médecin va faire l'intervention. Donc c'est un mix entre ce que le patient est OK et le docteur. Mais on a de deal avec personne. Donc on prend l'ambulance, on va à la clinique chose ou l'hôpital bidule. C'est vraiment selon le besoin du patient et les choix de la famille du médecin. Quel est un peu le segment que vous cherchez? Ce sont les expats, les Mauriciens? Non. Vous avez une... Alors on est accrédité par toutes les assurances. En fait, les compagnies sont déjà accréditées. Les deux compagnies Nova et Viva qui existent déjà ont déjà les accréditations de la Swan, de Hemingway, de la Caisse des Français de l'étranger, de l'INCAM, de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est déjà le cas. Donc ça continue. D'ailleurs, une parenthèse, la partie hospitalisation à domicile dont on parlait, ça rentre dans le inpatient chez les assurances. C'est considéré comme une hospitalisation. Donc c'est une demande d'admission, comme dans une clinique, et c'est couvert à 100%, il n'y a pas de reste à charge, il n'y a pas d'avance de frais du patient, parce que c'est une vraie admission. À domicile, mais c'est une admission. C'était juste une parenthèse. Donc c'est pour dire que c'est une vraie alternative à aller en clinique et ne rien payer, parce que des fois, quand il y a un 20% d'excès, les gens disent bah, hospitalisez-moi quand même, comme ça je ne paierai rien. Là, l'idée, c'est justement d'éviter l'hospitalisation quand c'est possible. Le segment, c'est on n'a pas, on n'est pas, on n'a pas de stratégie de dire on vise un segment. Alors on sait que c'est la médecine privée, on a à peu près la moitié des patients qui sont assurés, la moitié des patients qui ne sont pas assurés. Grosso modo, c'est à peu près les ratios dans l'hospitalisation privée à Maurice. On essaie d'avoir des tarifs assez bas. Alors pourquoi on essaie d'avoir des tarifs? Comment on arrive et pourquoi on essaie d'avoir des tarifs assez bas? Déjà, on est nouvel entrant. Alors si on est plus cher que tout le monde, on est mort. Alors, on va commencer par le début. Deuxièmement, comme on a mis en place des systèmes de package, donc les urgences c'est pareil, c'est des packages. Il y a 6 tarifs, 7 tarifs. En fonction du profil du patient, on dit c'est le package 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on ne va pas compter les Panadol et les paires de gants non plus. Le bloc opératoire, la chirurgie, pareil, c'est des packages. Ce qui veut dire qu'on n'a pas des clercs et des clercs et des clercs pour facturer. Du coup, on fait des économies de personnel, du coup, on peut faire avoir des tarifs plus bas. Donc c'est pareil, on a repensé un petit peu tout ça en disant qu'est-ce qui est pénible pour le patient, c'est d'attendre après une chirurgie 3 heures pour avoir 8 pages de billing en disant vous avez 43 paires de gants, et pourquoi j'ai 43 paires de gants? 12 Panadol? Non, je me souviens, j'en ai pris que 11. Retirez-moi un Panadol. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout le monde sourit, tout le monde comprend ce que je veux dire. Donc si on fait quelque chose sous forme de package, on n'a pas besoin de tous ces staffs pour faire de la comptabilité, du coup on peut aussi baisser nos tarifs. Donc on a essayé de mettre l'effort sur le personnel soignant, donc tout le personnel est qualifié. Bon, j'ai parlé des médecins, mais les nurses sont tous des nurses qualifiées diplômées, les HCA, les healthcare assistants sont toutes diplômées qualifiées. C'est pas la femme de ménage qui est devenue HCA. Et la patronne ici, elle est sage-femme. Moucha, elle est sage-femme. Elle a fait combien d'années à l'étranger? Elle est mauricienne. Voilà, elle dirigeait des grosses maternités, mais elle ne le dira pas, donc moi je le dis. Et voilà, donc le manager, c'est un soignant. C'est juste pour là encore traduire la mentalité, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pas, enfin, bien sûr c'est une activité privée, vous allez vous poser des questions en disant ok, mais le début du début, surtout avec la compétition qu'il y a, c'est de faire bien le service au patient, qu'il soit satisfait, le reste suit. Il ne faut pas mettre dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on mesure la satisfaction du patient, c'est pour ça qu'on met l'emphase sur nos équipes soignantes. Je ne dis pas qu'on néglige les équipes administratives, je ne parle pas trop fort, mais on préfère mettre l'emphase sur des équipes soignantes et du personnel soignant et faire en sorte qu'elles n'aient pas trop de tâches administratives et qu'on n'ait pas besoin de clercs ou de secrétaires dans tous les coins parce que des fois on en voit trop et c'est ce qui
Enfin, c'est pas pertinent, quoi. C'est quoi votre parcours? Enfin, grosso modo. Moi? Oui. Ah. Alors moi, ça fait 20 ans cette année que je travaille dans la santé, je suis français. J'ai fait 14 ans en France. J'ai dirigé des cliniques et des hôpitaux en France d'abord, à La Réunion, un groupe à La Réunion qui s'appelle Clinique Future, la clinique Sainte-Clotilde. J'ai rejoint Maurice il y a 6 ans. Et j'ai dirigé le groupe Sicaire. Je suis venu à Maurice pour reprendre la direction du groupe Sicaire. Et j'ai rejoint IBL il y a 3 ans. Et je trouve des valeurs et voilà, un projet soin. Alors IBL, il doit y avoir plein de préjugés sur IBL. J'en avais quelque part un petit peu avant de rejoindre. Je peux vous assurer que la compréhension du métier de la santé, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et que le soin, surtout en ce moment, la qualité du résultat, et pas de ce que nous on voit les résultats financiers, hein, la qualité de comment le patient nous évalue, c'est ça qui fait le succès. Mais il faut aussi repenser un peu, c'est ça que vous avez sans doute un peu compris. L'ambulatoire c'est différent, le domicile c'est différent, les packages c'est différent. On a revu les repas aussi en chirurgie ambulatoire pour que le patient n'ait pas une biscotte et une brique de jus à manger comme partout parce que c'est dégueulasse et qu'il a quand même faim, il est à jeun depuis la veille. Donc il a faim, il faut lui donner un vrai repas même si c'est de l'ambulatoire. Enfin, voilà, on a essayé de repenser un petit peu tout ça parce que c'est tout ça qui aujourd'hui fait que l'expérience n'est pas toujours satisfaisante et que les patients quand ils comparent avec d'autres pays, qui googlisent tout ça, ils disent mais pourquoi j'ai pas le droit à? Parce que mon frère qui est à Londres, il a ça, ou ma belle-sœur qui est en Afrique du Sud, elle a ça, et moi j'ai pas ça à Maurice, pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dire, on donne pas la leçon, c'est juste de dire, on sait qu'on peut faire des choses différemment parce que ça évolue tout le temps la santé, et qu'il faut qu'on le mette en place à Maurice. On a la chance de partir d'une feuille blanche, moi c'est mon constat personnel, avec un groupe qui met quand même pas mal de moyens dans ses projets de santé, parce que c'est du long terme. Hein. Là, on va démarrer un hôpital de 110 lits dans un mois de construction à Forbach. C'est plus d'1 milliard et quelques d'investissement, rien que pour le bâtiment, hein, sans les équipements. Donc, c'est pas pour s'arrêter demain matin. Mais ça veut dire qu'il faut le faire bien. Et comme on part d'une feuille blanche, la chance qu'on a tous, c'est de pouvoir définir un peu les règles du jeu. Je vais vous prendre juste un dernier exemple, puis j'arrête parce que sinon vous allez passer la journée avec moi. En chirurgie, à Maurice aujourd'hui, la consultation d'anesthésie avant d'être opéré n'est pas du tout systématique, alors que c'est une recommandation internationale depuis 40 ans. Nous, nos chirurgiens, et il y en a des gros qui ont une grosse personnalité qui rient très fort. C'est pas grave, je connais. On leur dit, vous n'opérez pas un patient tant que l'anesthésiste n'a pas vu le patient, qu'il n'a pas fait l'assessment. Normalement, c'est 48 heures avant l'intervention, sauf urgence. Donc on ne sait pas, consulte le matin et bloque l'après-midi comme si c'était une urgence vitale, alors qu'on va vous opérer de votre genou, des ligaments du genou, je suis désolé, c'est pas urgent, ça peut attendre 48 heures. Donc les bonnes pratiques, c'est, vous voyez l'anesthésiste, il choisit avec vous le mode d'anesthésie, c'est pas forcément une anesthésie générale, sinon vous ne sortez pas le soir justement, et il vous parle de la douleur, quel type d'anesthésie, quel type de traitement, comment il faut prendre le traitement et pourquoi il faut le prendre. Vous n'avez pas mal, il faut continuer à prendre le traitement, c'est parce que vous prenez le traitement que vous n'avez pas mal, et pas l'inverse. Donc j'ai plus mal, j'arrête. Non, non. Il faut faire de la communication et de l'éducation. Vous continuez le traitement, c'est pour ça que vous n'avez pas mal. Et si vous l'arrêtez, ça va commencer à être compliqué. Donc on impose, partant d'une feuille blanche, on met ces règles du jeu là en place, qui sont des bonnes pratiques internationales, et on dit à nos docteurs, à nos soignants, voilà les règles du jeu. Alors, on n'est pas dictateur, mais je veux dire, on sait où on veut aller. On met en place le parcours de soins du patient. Et on dit, voilà, vous, docteur, vous êtes un élément clé du parcours, mais vous êtes un élément. Laissez-nous faire avant la communication, l'information, laissez-nous faire après le suivi à domicile, l'évaluation du patient. Faites bien votre job, laissez-nous faire le reste. Si vous êtes d'accord sur ce partenariat-là, welcome. Par contre, si vous me dites, ça fait 25 ans que j'opère, j'ai jamais tué aucun patient et je n'ai rien à faire des consultes d'anesthésie, ben désolé, vous ne viendrez pas travailler chez nous. Parce que c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ce qu'il faut pour le patient, dans l'absolu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu... Ça fait un peu rude hein, comme approche, mais comme on part d'une feuille blanche et qu'on met les standards en place, c'est peut-être plus facile en fait que de changer, et je parle en connaissance de cause, que de changer des habitudes de 40 ans en disant c'est qui celui-là qui arrive et qui veut tout changer. Donc on essaie d'apporter ça, donc avec aussi nos expériences internationales qui sont parfois un petit peu plus modernes que ce qu'on peut trouver à Maurice. Donc c'est là encore en s'adaptant au contexte mauricien parce qu'il y a quand même des particularités. Vous avez plus ou moins 24 mois avant que vous étiez chez la concurrence, vous savez que la concurrence sera Cascavel. Vous avez une stratégie à venir en attendant qu'ils s'implantent.
Bah, en fait, nous ici, sur Tamarin, si on parle de Tamarin, donc on est bien dans une phase, aujourd'hui on a une clinique, on va dire, d'ambulatoire, même si les urgences sont ouvertes 24/7, ça reste une clinique de jour, disons, grosso modo, et puis on va construire, donc les plans sont en cours de finalisation, donc un bâtiment pour faire une clinique, un hôpital plus complet avec de l'ICU, du inpatient, dans les 2-3 ans qui viennent sur la parcelle, où il y aura peut-être aussi une maison de retraite, justement pour tous ces services, et que ça se complémente. Maison de retraite, voilà, donc on est en train de finaliser tout ça. Alors qu'il y ait des projets à Médine avec d'autres acteurs, c'est comme ça, hein, je veux dire, quand on a démarré, c'était même pas su, maintenant ça arrive, voilà, c'est tant mieux pour la population déjà, parce que plus il y a de concurrence, plus le service va être amélioré, plus les prix normalement devraient baisser. La difficulté qu'on va tous avoir, c'est de trouver du personnel. C'est ça le challenge, hein. C'est ça le plus gros challenge. Et je pense que pour la population mauricienne, qu'il y ait tous ces projets de santé-là, c'est une bonne chose, dans l'absolu. C'est une bonne chose pour nous, parce que ça va nous obliger à nous remettre en cause, à faire bien. Et je pense que ça va faire, on va dire, grimper le niveau de qualité de satisfaction aussi, j'espère, des patients. La stratégie dans le sens médical, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est de dire, comme on a aussi un partenariat avec la clinique Bon Pasteur, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire où pour quel patient. On ne peut pas tout faire, on ne va pas faire de la chirurgie cardiaque ici par exemple. Alors qu'on pourrait, hein, en termes d'autorisation, le ministère de la Santé nous permettrait de le faire, du moment qu'on a les machines et tout ça. Mais il faut être comment dire, malin et lucide sur qu'est-ce qui est utile local. Vous savez, en santé, il y a des grades en fait, d'hôpitaux. Donc on dit hôpitaux niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est-à-dire vous avez un hôpital de proximité, après vous avez les hôpitaux de recours, on appelle ça, puis après vous avez les hôpitaux de référence. Donc les hôpitaux où vous avez tout, l'ICU, la transplantation, la neurochirurgie, bref. On ne fera pas de la transplantation, de la neurochirurgie ou de la chirurgie cardiaque ici, même quand on aura construit le bâtiment. C'est pas malin. La population est trop restrictive ici. Il faut trouver les professionnels, et puis le gros hôpital, il sera à Forbach. Donc c'est plutôt une histoire de scaling de services et de partenariat. On a une ambulance, les médecins peuvent venir consulter ici, mais par contre, ils vont peut-être demander, quand ces patients sont très compliqués et que le service n'est pas disponible ici, d'aller à Forbach. Et dans ce cas-là, le patient, il acceptera. Du moment qu'il a eu le service de proximité d'abord, on va lui dire, monsieur, c'est une chirurgie cardiaque, c'est un exemple, ou madame. Pour ça, je pense que c'est quand même suffisamment sérieux pour que le patient accepte de faire Tamarin-Forbach une fois dans sa vie. Par contre, si pour toutes les consultations de suivi, tout ça, on va lui dire qu'il faut aller à Forbach chaque fois, il va dire non. Donc le cardiologue ou le chirurgien peut venir ici, par contre l'intervention se fera peut-être à Forbach. Donc c'est ce maillage un peu territorial qu'on veut faire, cette espèce de gradation des soins. Ça répond peut-être un peu à la question. Maintenant, par rapport à la concurrence, qu'est-ce qu'ils vont faire, pas faire, voilà. Ce que nous on veut, c'est des bons professionnels et j'ai oublié d'en parler, mais c'est super important, et ça c'est pareil, c'est pas trop d'actualité pour le moment, Maurice, c'est des équipes médicales qui travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins ils travaillent un peu en silo, en individuel. Ce qui pose un problème pour les patients. Prenons le cancer, vous allez voir votre oncologue, il ne parle pas au chirurgien, le chirurgien ne parle pas au radiologue, le radiologue ne parle pas à l'anesthésiste, on ne parle même pas de la douleur et du reste, et c'est le patient qui se débrouille tout seul. Nous, ce qu'on a, notre projet, là encore, ce n'est pas le bâtiment, c'est le projet médical, c'est de trouver des jeunes, enfin, pas des jeunes uniquement, des médecins, mais il y a beaucoup de jeunes returning mauriciens qui sont prêts à venir si ils travaillent en équipe. Comme ils ont été éduqués à Londres, à Paris, au Canada, en Sud-Afrique. C'est-à-dire, moi, je suis chirurgien, mais je ne suis pas cardiologue. Donc, j'ai besoin d'un cardiologue. Mais j'ai besoin de faire confiance à ce cardiologue-là. Et que, quand je lui envoie un patient, il revienne. Et qu'il soit cardiologue et pas en même temps chirurgien. Parce que moi, je suis chirurgien, mais je ne suis pas cardiologue. Ça doit être vrai dans l'autre sens. Donc, c'est cette équipe médicale-là qu'il faut arriver à monter. Là encore, en disant, voilà, ça, c'est les règles du jeu. Est-ce que vous êtes OK là-dessus? Ce qui veut dire, probablement, avoir des médecins... probablement exclusif, parce que si on veut faire ces connexions entre les docteurs, il faut qu'ils soient là souvent. S'ils sont là une fois tous les 5 semaines, ça ne marchera pas. Donc pour répondre à la question, ça peut être une approche un peu différente, qui répond aux demandes du patient, donc en sérologie c'est très vrai, et qui répond aux demandes aussi des jeunes médecins, qui disent, moi je ne rentre pas pour travailler comme mon père, tout seul 25 ans dans un cabinet, et voir personne, et de sortir le fusil dès qu'il y a un concurrent, un collègue, on va dire, qui veut s'installer pas très loin. Ça, ils veulent plus ça, les jeunes. Donc, voilà. C'est une vision un peu différente, peut-être. Dernière question, les soins palliatifs aussi, peut-être dans le nouveau bloc qui va venir, parce que c'est un peu à la mode. On a vu un hôpital, une clinique je ne voulais pas dire le nom, vous avez dit le nom. On travaille avec eux. Voilà, votre partenaire qui a fait un service qui semble fonctionner. Oui. Donc, est-ce que vous allez... Là encore, il y a deux choses. Il y a les soins palliatifs à domicile, ce que l'on fait déjà avec l'équipe mobile dont on parle là.
Donc c'est de la morphine, c'est des soins de confort, c'est de l'oxygène, c'est des lits médicalisés, c'est des soins d'escar. On en fait. D'ailleurs, c'est la majorité des patients qu'on a qui sont des soins palliatifs à domicile. On a les autorisations, on a tout. Donc c'est-à-dire qu'on emmène la morphine, on gère la douleur. Et Vicky Nagal, donc le docteur de Ferrières, c'est notre référent pour la prise en charge de la douleur en soins palliatifs, parce que c'est son métier. Il a été formé là-dessus, il vient de La Réunion et de la France avant. Donc c'est notre référent pour les protocoles, les formations des infirmières sur ce sujet-là du soin palliatif à domicile. Ce qui est quand même la demande de pas mal de Mauriciens, hein, de finir la vie en famille à la maison et tout ça, quand la configuration le permet. Donc il y a cette réponse-là qu'on a déjà aujourd'hui, et c'est valable n'importe où à Maurice, puisque c'est une équipe mobile qui peut se déplacer, et c'est couvert par les assurances, Et la deuxième réponse, c'est en effet, à l'hôpital qu'on va commencer à construire à Forbach, il y aura un service de soins palliatifs dans l'hôpital. Donc il y aura 8 lits de soins palliatifs avec une unité dédiée, un petit appartement pour les proches, pour qu'ils restent sur place et tout ça, pour les situations où on ne peut pas garder le patient à la maison, pour différentes raisons, où la situation médicale fait que c'est trop compliqué, voilà. Donc on peut faire des soins palliatifs à domicile d'ores et déjà, et on en fera dans une unité si besoin. Mais c'est pareil, Vicky, Dr Naga, explique qu'il faut changer les pratiques avec les médecins généralistes. Enfin, c'est tout un parcours, et ça y est, elle me disait hier que ça commence à décoller l'activité de soins palliatifs à Ferrières, mais ça fait 2 ans qu'il a démarré, je crois, hein. Et il a eu de la résistance des patients qui ne savaient pas trop. Déjà, le mot palliatif, il faut l'accepter. Les correspondants, médecins généralistes, spécialistes, pareil, il faut accepter qu'à un moment, on rentre dans une autre étape du parcours du patient, palliatif. Enfin, il y a du travail, quoi. C'est encore pas que des locaux, c'est tout un projet. Donc oui, on travaille étroitement avec lui et ça se passe très bien. J'ai une petite question. Donc là, actuellement, Forbach, c'est exactement les mêmes services qu'on va retrouver ici? Presque. On a un CT scan à Forbach qu'on n'a pas encore ici. On a 2 salles d'opération à Forbach, alors qu'ici on en aura une pour le moment, mais sinon c'est proche, c'est très proche. Et le projet pour pouvoir, de clinique à Forbach, oui. On parle de combien d'années? Alors normalement la construction devrait démarrer en septembre, là, le mois prochain, pour 1 an et demi à peu près de construction. Disons début 2025, l'ouverture de la clinique qui fera 110 lits, 10 000 m². Donc c'est, pour vous donner un nom d'idée, c'est la taille de Walkin à peu près, hein. Et là on aura tous les services d'un hôpital full-fledged, on va dire. Nous on aura une clinique ici à Tamarin, mais version un peu plus réduite. C'est là où je parlais de gradation des soins, on sera plutôt sur 50 lits, 60 lits. Voilà, pour certaines indications, des cas particuliers, l'hôpital de référence serait Forbach et l'hôpital, on va dire, de proximité serait à Tamarin. Et ici ce sera un projet éventuellement dans 2-3 ans. C'est ça, pareil, à peu près le même timing, un peu plus décalé dans le temps, mais les plans sont très avancés ici. La construction sera un peu moins longue puisque c'est plus petit en taille, et on fera aussi une maison de retraite à côté ici sans doute. Avec un projet de résilience. Géré par vous ou par du Trimétis? Non, alors voilà, c'est ça que j'allais juste dire à l'instant. Dans le cas de nos 5 piliers, il y a une partie maison, enfin senior, on va dire, maison de retraite, résidence senior. Donc à Forbach, il y a un village entier qui est prévu dans lequel il y a une maison de retraite et une résidence senior qui va être gérée en effet par IBL, peut-être avec des partenariats, mais on va dire que c'est dans le projet d'IBL. Ici, on arrive dans un environnement qui existe, et donc il y a un projet de résidence senior Trimétis avec lequel on va travailler, on leur a acheté le terrain. Il n'est pas question qu'on fasse une résidence senior s'ils en font une. Par contre, la partie maison de retraite, c'est-à-dire patient dépendant médicalisé, ça se rapproche quand même beaucoup plus du soin et de notre cœur de métier, disons. Donc ça, il est très probable qu'on le fasse sur la parcelle ici, mais qu'on ne fasse pas la résidence senior, mais qu'on travaille avec eux, qui sera, je ne sais plus où, à 500 mètres là, même pas. Donc non, on ne fera probablement pas sur cette parcelle-là de résidence senior. Après Tamarin, vous allez vous installer dans l'Est, dans le Sud, dans Singapour, Manhattan, vous pouvez aller à Manhattan aussi. Pas dans on va déjà réussir ce qu'on fait là. Parce que c'est beaucoup d'investissement déjà pour commencer. C'est des vrais challenges hein, quand on arrive dans un secteur comme ça où les médecins ne changent pas leurs habitudes instantanément. Enfin, je suis né à la clinique machin, donc je vais accoucher à la clinique machin. Enfin, c'est des années une image de marque qui ne se construit pas comme ça d'un coup de baguette magique. Donc on va déjà réussir ce qu'on fait là. Je ne suis pas dans le secret des grands dieux de IBL. IBL a des volontés régionales en général dans tous les business. Hein. Vous avez vu qu'il y a eu des rachats à La Réunion, il y a des activités au Kenya. Peut-être qu'un jour, mais c'est pas écrit nulle part, en tout cas pas que je sache, peut-être qu'un jour il y aura des choses en dehors de Maurice. Mais faisons déjà bien à Maurice, il y en a déjà pour 5 à 10 ans, et puis on verra après. Moi je disais Maurice, même peut-être Flaka, peut-être Maïbo, peut-être. Alors là, le maillage dont on parlait des centres de diagnostic, la Nova,
peut-être en effet que demain, pour l'instant c'est pas dans les plans pour répondre clairement à la question, mais c'est vrai que géographiquement, comment vous dire, géographiquement où est-ce qu'il y a des patients qui vont dans le privé, il faut quand même partir de là, donc il y a le nord, on est présent, il y a le centre puisqu'on a un partenariat avec Bon Pasteur, partenariat opérationnel, ils sont toujours majoritaires, ils sont chez eux, mais on va acheter un système d'information de santé, donc un dossier médical informatisé en commun avec eux. On est vraiment très étroitement. Donc on a un relais ou un partenaire, on va dire, à Bon Pasteur, et puis on a l'ouest. C'est vrai que c'est les trois grosses zones où il y a de la population. Il reste l'est et le sud. On regarde, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de prévu, signé, de quoi que ce soit. On est même sollicité, vous savez, dans les smart cities, tous les gens, enfin tout le monde dit ah ben nous, il nous faut une école, il nous faut un truc vert, puis il nous faut un truc pour la santé. C'est le cas de la famille Djebou, hein, c'est pour ça qu'ils nous ont appelés en disant dans le cas de la smart city, on a besoin d'un opérateur de santé. C'est comme ça qu'on a répondu oui, go en arrière, ce qui n'était pas initialement complètement prévu. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça dans le tuyau au sein d'IBL officiellement. Après, c'est des fois des opportunités, hein, comme on a eu ici. Donc, je ne peux pas vous dire que ce ne sera jamais le cas, mais en tout cas aujourd'hui, non. Au niveau des employés, est-ce que vous avez le droit d'employer, je pense, s'il n'y a pas assez de médecins mauriciens, d'infirmières, des étrangers? Oui, alors les médecins mauriciens, la chance qu'on a quand même, c'est qu'il y a tous les médecins. Alors on travaille beaucoup avec des spécialistes plus que des généralistes, parce que l'idée c'est que les généralistes qui sont ici, on fasse copain-copain avec eux, on n'est pas là pour leur faire concurrence, hein. On est bien d'accord. Donc les généralistes, on ne recrute pas dans l'absolu, c'est pas notre cœur de métier. Les spécialistes sont tous formés à l'étranger. Donc moi là, personnellement, j'ai 72 médecins spécialistes en contact, et il y en a, 60, c'est des Mauriciens. Donc beaucoup en Angleterre, enfin en Royaume-Uni, en France, au Canada, essentiellement au Royaume-Uni d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de formations. Donc il y en a pas mal qui ont envie de revenir au pays, surtout en ce moment ceux qui travaillent dans l'hôpital public en Angleterre, c'est catastrophique, le NHS, hein, tu en viens. Ils veulent tous partir. Donc il y en a beaucoup qui veulent revenir, mais avec des conditions. C'est-à-dire quel type d'exercice. Je ne veux pas travailler tout seul, enfin ce que je vous disais. Donc trouver des médecins, c'est pas simple, hein, mais disons il y a des pistes, mais il faut leur donner quand même un faux tic de box, quoi. Voilà. Les soignants, c'est le plus compliqué. Les nurses, c'est compliqué. Donc il y a des nursing schools qui se mettent en place ici. Mais quand le diplôme il est reconnu à l'étranger, les salaires sur les bateaux en Angleterre sont double, triple, quadruple, voilà, donc c'est compliqué. Donc c'est un enjeu. Donc aujourd'hui, on a principalement des Mauriciens, on a cette chance-là dans les nurses et dans les FCA. C'est un peu moins vrai dans les services dits techniques. Donc le bloc opératoire, où on a un moitié-moitié à peu près entre Mauriciens et expats. Essentiellement nurse dans les services techniques, donc le bloc opératoire. Mais ce serait vrai en maternité, ce serait vrai en ICU, comme ça existe dans les cliniques que je connais un petit peu, où il n'y a malheureusement pas de formation de surspécialisation de nurse. Donc l'infirmière de bloc, l'infirmière de réanimation, ou même les midwives ici, elles n'ont pas du tout le niveau des midwives formés à l'étranger, hein, ça n'a absolument rien à voir. Donc là, si on veut vraiment avoir ce niveau de service et de qualité, déjà il n'y a pas à Maurice ou très peu, il faut probablement recruter des experts. Et enfin, question peut-être bête, mais du coup c'est vraiment en exclusivité pour le groupe Life IBL, ou un docteur qui veut travailler avec vous peut aussi travailler pour un autre groupe santé? Alors on a deux cas de... C'est une bonne question. On a deux cas. On a nos médecins urgentistes par exemple là qui eux sont salariés. Donc ils sont full-time, salariés, employés parce qu'on veut ce niveau de service-là et c'est un métier à temps plein. Aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas faire toutes leurs pratiques, les spécialistes, prenons un chirurgien orthopédique, ne peut pas être basé que ici parce qu'on fait que de l'ambulatoire. Puis on démarre, voilà. Donc ces médecins-là sont dans d'autres établissements, en partie, pour le moment. D'ailleurs, ils sont parfois dans le public aussi, donc ils sont dans le public et dans le privé ou dans plusieurs établissements privés. Le projet reste, pour faire ce projet médical, ces liens entre les médecins, quand on aura ouvert la clinique à Forbach ou ici la clinique avec le inpatient, c'est très probablement d'avoir des médecins qui soient engagés in-house. Alors in-house ou pas, on s'en fout, enfin, le statut c'est pas important, mais par contre des médecins qui soient exclusifs dans le sens ils travaillent uniquement dans l'établissement. On veut mettre des parcours de soins, on veut que les médecins se parlent, que le patient ait l'impression qu'il y ait une coordination entre les médecins. Il y a vraiment une confiance. Si le médecin est dans 5 cliniques à la fois, au mieux on l'a 20% du temps. Comment il peut faire le lien avec l'urgentiste, le radiologue, le kiné, c'est pas possible. Donc, le projet quand même, quand on aura la possibilité de leur offrir un lieu d'exercice unique, où ils peuvent tout faire, c'est de trouver des médecins qui adhèrent à ce projet-là et qui disent « Ok, je m'installe ici ». Pour l'instant, on parle de Forbach et Tamarack. Absolument, absolument.
Et on a démarré en fin de compte avec les généralistes là. C'est important d'avoir des médecins de famille qui soient ici et qui y a l'identité égale eux. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est dire, ils incarnent. C'est pour ça qu'on a recruté, d'ailleurs, c'est une info, on a recruté un radiologue mauricien qui revient du centre de cancéro de Bordeaux, qui s'appelle le docteur Elahi. Donc il faisait de la cancéro, de la radiologie interventionnelle, un truc qui n'existe même pas à Maurice. Il est arrivé il y a 2 semaines, 3 semaines. Il n'est pas là aujourd'hui, il est là aujourd'hui. Vous avez peut-être le croisé, Chaffet, Elahi. Et on l'a pris comme in-house. Parce qu'on veut que, voilà, l'image, sans jeu de mots, l'identité de l'imagerie, du service imagerie, égale le docteur Elahi, comme on a le docteur Manraj à Montpasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les patients, ils viennent aussi parce qu'ils ont confiance. Donc en disant la clinique a une image, c'est important, mais le médecin qui est dans la clinique, c'est important, enfin c'est même plus important aujourd'hui que la clinique en elle-même. Les deux sont importants. Il faut que la clinique soit OK, mais il faut que le médecin qui y exerce soit OK. Et si le médecin est en 5 cliniques à la fois, on n'a pas vraiment une image. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va y aller étape par étape, parce qu'on ne veut pas tout bousiller, tout faire n'importe comment. Mais si on veut créer ces parcours patients, ces liens entre les médecins, ce travail d'équipe qui manque au niveau médical, il faut probablement des médecins qui soient exclusifs dans leur exercice. In-house ou visiting, on s'en fout. Je sais pas. Doctor and a nurse in, or if it's not severe, then just a nurse for collecting the patient. If it's serious, then of course the nurse and the doctor will already have started making the assessment and the treatment on the site, and then stabilizing them, transporting them here, and continuing treatment and so on. So that of course is something that happens immediately from the time that they pick up. Actually, even before you pick up, it starts on the phone. The assessment starts on the phone, and then everything is planned and organised appropriately for the case. If it's a case that can be seen here, it will be seen here. If in the clinical judgment indicates that this person needs to go to a different site because they will need ICU care, which we do not have here at the moment, then they will be transported to the most appropriate site for them. Of course, a lot of it has to do with the doctor's choice and the patient's choice. Then we facilitate that directly. Qu'est-ce qui est important dans le bloc? On fait un petit peu pour comprendre la porte. Le plus sensible dans un bloc opératoire, c'est les risques d'infection. Donc ça passe par le traitement de l'air. C'est le plus important. Les chirurgies les plus à risque, c'est les chirurgies où on laisse du matériel dans le patient. Donc des prothèses orthopédistes, des vis, des plaques, des prothèses. Et s'il y a une cochonnerie sur la prothèse et qu'elle reste dans l'os, là c'est le début des embêtements. Ou la chirurgie, les prothèses mammaires, enfin bref, tout ce qu'on laisse dans le corps humain. Donc là on a un flux laminaire, ça s'appelle. Donc c'est un niveau de traitement d'air qui est le top du top que vous pouvez trouver dans n'importe quelle salle d'opération. Enfin, c'est ce qu'on peut trouver de mieux pour une salle d'opération. Ça s'appelle ISO 5, c'est le niveau de filtration de l'air. Donc en fait il y a un traitement d'air dans le traitement d'air. Vous voyez là il y a des bouches d'aération dans les 4 points. Et en fait, ici, ça fait un système de traitement d'air au-dessus du patient, qui normalement est là, en plus. Donc, il y a un traitement d'air dans le traitement d'air. Donc, on va mesurer la pression. Donc, tout ce qui est cochonnerie reste à l'extérieur, donc ça ne peut pas rentrer. Là, c'est en surpression, vous ne le sentez pas, mais il y a une surpression par rapport au couloir. Il y a un système de traitement d'air où on mesure la taille des particules, leur nombre et les vitesses de renouvellement d'air. Donc, ça, c'est le goal, enfin, c'est le plus haut standard pour le 3 tout le monde n'a pas ça.
Ça permet donc de faire toutes les chirurgies, même les chirurgies dites à risque. Pas parce que la chirurgie est risquée, mais le risque d'infection est important. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la machine d'anesthésie, quand c'est une anesthésie générale. C'est là qu'on met une tube dans la bouche du patient et on respire à sa place, parce que les médicaments qu'on injecte font que la respiration s'arrête toute seule. On respire à la place du patient. La machine l'aide à respirer. Ça, c'est pour l'anesthésiste. Ça, c'est un CIAR. C'est une machine de rayon aussi X-ray, mais portatif, mobile. Donc, il y a une partie qui tire et une partie qui reçoit. Et entre les deux, il y a le patient. On va mettre ça autour de la table, comme ça. Et on va vérifier les vis, les plaques par rapport à l'orthopédie. On a fait des trous au bon endroit et tout ça. Donc, ça permet, dans pas mal de chirurgie, de vérifier que voilà, tout se passe bien. Ça, c'est super important parce que c'est les chirurgies mini-invasives, donc ambulatoires. Donc c'est les chirurgies par les petits trous, j'appelle ça. Donc en fait, comment ça se passe? On va... désolé, ça va vous faire peur. Je peux toucher Can I touch? Yes, please. Okay. On va faire un trou dans le ventre du patient. Donc ça c'est temporaire, c'est juste pour faire le trou. Et après on va passer des instruments. Donc vous en avez des rigides, vous en avez des souples, par des trocars. Voilà, par un trocar. Et en fait, il va y avoir plusieurs trous, donc un qui va envoyer du gaz pour gonfler le ventre du patient, pour avoir de la place. Ou pour les genoux qui vont envoyer de l'eau. Parce que ça peut être les genoux, le ventre. On va passer par un autre trou les instruments pour voir. Donc ça, c'est la colonne vidéo. On va voir, donc il y a une caméra qui rentre dans un des trous pour voir que l'instrument qu'on va utiliser, par exemple celui-là, est-ce que je peux prendre comme instrument celui-là? Donc en fait vous avez plusieurs trous, un pour mettre le gaz et pour gonfler, l'un pour mettre la caméra et l'autre pour mettre un instrument. Des fois il y a deux trous parce qu'il y a deux instruments. Et on opère par les petits trous. Donc on va retirer l'appendicite, on va retirer la vésicule, on va je sais pas, faire une suture. Donc il y a des instruments qui sont rigides, des instruments qui sont souples. Et tout ça se fait, le chirurgien il opère sur la colonne vidéo. Donc en fait il est comme ça et il opère en regardant là. Donc ça c'est la chirurgie mini-invasive, en anglais on dit laparoscopique. Microchirurgie, non, c'est ça aussi, ça n'a rien à voir. Microchirurgie, c'est pas tout à fait ça. Microchirurgie, ça va être la chirurgie délicate, par exemple, des tout petits endroits. Là, vous avez. Vas-y, c'est du coup Comment? Voilà, ça c'est. Donc il y a des sets, alors c'est compliqué, il y a des sets d'instruments pour l'urologie. Donc là, on ne fait pas de trous, on passe par les voies naturelles. Et puis pour la chirurgie digestive, on va faire les trous parce qu'il n'y a pas de voie naturelle. Et on va retirer, voilà. Donc on peut prendre des petits sacs pour enlever des endroits, on met des bistouris, et ça peut être hyper fin. Et donc c'est ça qui est super important en fait, c'est que là, en ORL, en gynéco, en digestif, en ortho, beaucoup de chirurgies se font sans ouvrir le patient. Alors bien sûr les endoscopies, les fibros, les colos, on n'a pas besoin, il y a déjà des trous. Mais c'est ça qui permet la chirurgie ambulatoire et qui permet que le patient sorte vite, parce que si on lui fait une grande cicatrice, évidemment, c'est plus douloureux. Donc c'est tous les équipements que vous avez là, plus la colonne. Bon, il y en a plein d'autres, des équipements qu'on n'a pas mis là, dans la salle. Donc, et puis il faut des chirurgiens qui soient formés. Donc là, c'est une histoire de génération de chirurgiens. Ça a 20-30 ans, la chirurgie laparoscopique. Tous les chirurgiens ne font pas ça aujourd'hui à Maurice. Il faudrait des chirurgiens qui soient capables de faire des chirurgies donc c'est l'environnement, c'est les équipements et la technique de la chirurgie, c'est l'anesthésiste. Là c'est une machine pour endormir, mais quand on n'endort que le bras, ben, on prend un anesthésique local, un médicament, et on n'endort que le bras. Donc on échographe, pour vérifier qu'on est au niveau du nerf. Le patient de toute façon va lui dire est-ce que tu sens quelque chose, et on remet des doses régulièrement. Voilà, donc ça c'est la salle d'op où on peut faire tout, elle est assez grande, voilà, il y a différentes positions de la table d'opération, on peut faire de la gynéco, on peut mettre le patient sur le dos, sur le ventre, sur le côté, ça c'est toute l'expertise et les possibilités qu'on a. Donc elle est polyvalente en fait la salle, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de limite technique à faire, on pourrait faire de la chirurgie cardiaque, il nous faut une machine, on ne l'a pas, mais techniquement la salle elle permet de faire à peu près. On a un système de supervision de paramètres de la salle d'opération, c'est-à-dire la pression, la température, l'humidité, tout ça, pour garantir aux chirurgiens et aux patients que tout est sous contrôle. Et après, il y a les pratiques, il faut bien se laver les mains,
Mais avec les instruments, il y a ceux qui touchent le patient qui opère, qui ont une casaque en plus de la vôtre, qui sont stériles, et puis il y a une équipe autour qui tourne, qui n'a pas le droit de toucher. Donc voilà, il y a toute une formation, une équipe